Avec ce module, nous quittons les tableaux chiffrés formant les états financiers. Ces tableaux chiffrés sont la partie la plus visible, souvent la seule regardée des états financiers. Ils sont pourtant, ainsi que vous avez pu le voir, extrêmement synthétiques, contiennent un grand nombre d'informations, mais présentées de manière très condensée. Complément indispensable à la compréhension de ces états chiffrés, ce sont les notes aux états financiers qui forment en volume l'essentiel des états. Le tableau chiffré forme une dizaine de pages. Les notes peuvent faire 200, 250 pages de détails, d'explications, de présentations, de commentaires des chiffres formant les 10 pages de tableau. Nous allons, dans ce module, regarder les principales notes ou quelques-unes de ces notes. Donc revenons sur nos constats. Les documents que nous avons présentés jusqu'à maintenant, dont nous avons tenté une exploration rapide et parfois incertaine, sont très complexes et très synthétiques. Très complexes parce qu'ils présentent de manière très résumée une information qui décrit ou prétend décrire un état social très riche, très varié, avec des éléments financiers, des éléments humains, des éléments technologiques, une performance et une situation d'un ensemble économique complexe, ensemble économique que constitue l'entreprise. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas se comprendre ou se comprendre bien utilement sans informations complémentaires. Ces informations complémentaires sont données dans les notes qui autrefois s'appelaient les annexes. Or, le terme d'annexe est un petit peu malheureux, ça renvoie à l'idée d'une information sans grande importance ou d'une moindre importance. En réalité, les notes contiennent des données tout à fait essentielles. Elles constituent des documents essentiels pour la lecture de ces états. Elles en forment l'essentiel du volume, ainsi que nous l'avons vu, et elles sont extrêmement riches. Donc prétendre les décrire de manière exhaustive nous emmènerait beaucoup trop loin. Nous allons regarder de manière sélective quelques-unes de ces notes. Alors vous avez sous les yeux le sommaire typique de notes. Vous voyez qu'on va de la note 1 à la note 31. Et vous avez certains points sur lesquels nous allons revenir plus en détail. Le premier, à tout seigneur, tout honneur, les principes comptables. C'est une note qui figure dans les états financiers qui présente un certain nombre de données qu'il est essentiel d'intégrer avant de regarder les états financiers, avant même de regarder les états financiers. Nous regarderons après la note numéro 5 consacrée aux immobilisations corporelles, aux actifs non courants de nature corporelle, non parce qu'elle est particulièrement intéressante en soi, même si elle l'est, mais elle est représentative des notes qui détaillent le contenu de certains postes, et en l'occurrence, c'est un poste important. Étant donné le contexte économique général, il me paraît pertinent de regarder, même superficiellement, la note relative au risque de marché et aux instruments dérivés, qui permet de voir l'exposition de l'entreprise sur ces instruments financiers dont on fait grand cas dans le contexte économique actuel. La note numéro 19 retiendra ensuite notre attention. Donc, quatrième point. Pourquoi ? Parce qu'elle contient des informations qui sont utiles à l'exploitation des états financiers, quand en particulier le compte de résultat est présenté de manière fonctionnelle et que donc vous n'avez pas d'informations détaillées sur les natures de dépenses. Bien, dans la rémunération et effectif, note numéro 19, vous aurez le montant des rémunérations, un poste important pour juger de la performance d'une entreprise au travers de celle de ses salariés. La note numéro 29 sur les segments opérationnels sera celle que nous explorerons ensuite. C'est une note d'une importance un petit peu particulière. Une norme internationale lui est consacrée en propre, qui a évolué récemment. Enfin, afin d'introduire les deux prochains modules, nous parlerons rapidement de la note numéro 31 qui présente la liste des sociétés consolidées. Si je résume la situation, voici donc notre programme de travail, les principes comptables, les immobilisations corporelles comme représentatives du détail de postes du bilan, en l'occurrence un poste important, les risques de marché comme représentatifs de l'image de l'exposition de la société au marché financier, sujet d'actualité, rémunération effective, pour exploiter de manière un peu plus approfondie le compte de résultats fonctionnels,
les segments opérationnels mis en œuvre d'une norme spécifique qui est la norme IFRS 8, disons-le tout de suite, et la liste des sociétés consolidées, ce qui nous permettra d'introduire les notions que nous verrons dans les modules 18 et 19 à venir. Tout seigneur, tout honneur, donc les principes comptables. Les principes comptables forment toujours la première note. Et vous avez dedans deux informations essentielles dont vous ne pouvez pas vous passer. Le dispositif normatif appliqué. Quel est le type de comptabilité que réalise la société? Selon quelles normes sont établis les états financiers? Il n'est pas pareil d'avoir des états financiers établis en normes françaises, en normes internationales ou en normes russes. Pour ne citer que ces trois exemples qui, à une époque, étaient assez éloignés, s'agissant des normes russes en tout cas, eh bien, pour lire correctement les états financiers, il faut en connaître la langue. La langue, ce sont les normes appliquées. Il est impératif de connaître le dispositif normatif appliqué. C'est une condition sine qua non de lecture des états. Vous avez aussi un détail de la manière dont l'entreprise a appliqué les normes. Il y a souvent, toujours, plus ou moins selon les systèmes, possibilité d'option, possibilité de choix, possibilité d'application du texte normatif nécessairement général, puisque s'appliquant à tout un ensemble de sociétés variées, au contexte économique particulier de l'entreprise. Bien, dans la note numéro 1, vous avez la manière dont l'entreprise a appliqué ces dispositifs comptables, ce qui vous permet donc de mieux lire les états financiers. Voici donc les premières lignes de cette note numéro 1 pour Danone. Alors, ils sont appliqués conformément au référentiel IFRS, ce qui ne surprendra personne si vous avez écouté nos premiers modules. Ce sont les normes qui s'appliquent obligatoirement pour les sociétés européennes dont les titres sont cotés sur un marché réglementé. Vous avez également l'information selon laquelle il est appliqué tel que adopté dans l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que l'Union européenne n'applique pas le dispositif IFRS entre guillemets pur. Il y a des exceptions de traitement qui sont introduites par l'Union européenne. On appelle ça en langage comptable carve-out. Alors, elles concernent traditionnellement, en termes d'impact, surtout les établissements de crédit, mais rien ne dit qu'à l'avenir, l'Union européenne n'introduira pas des carve-out plus substantiels, plus nombreux sur des dispositions d'application plus générales. Et toutes les normes IFRS ne sont pas nécessairement retranscrites en droit européen, donc ne sont pas nécessairement applicables en droit européen. L'application des dispositions IFRS en Europe est suspendue à leur publication au journal officiel de l'Union européenne, qui suit un processus d'examen et d'adoption par l'Union européenne qui n'est pas acquis. Donc, vous avez une partie du corpus IFRS qui n'est pas encore retransposée dans le corpus normatif européen. Je pense à la norme IFRS 9 sur les instruments financiers, IFRS 10, 11 sur la consolidation, IFRS 13 sur la juste valeur, qui n'ont pas encore, à la date où nous réalisons cet enregistrement tout au moins, fait l'objet d'une retranscription dans le dispositif européen. Premier aspect de cette note numéro 1, le dispositif comptable appliqué. Deuxième aspect de cette norme numéro 1, les options ou l'interprétation que donne la société aux normes qu'elle applique. Alors, il serait trop long de tout vous montrer. J'ai choisi un poste particulier dont nous avions parlé lors des immobilisations incorporelles, les frais de développement. Alors, dans ce petit paragraphe, Danone vous explique comment la société applique l'inscription à l'actif du bilan des frais de développement. Et il vous rappelle qu'il y a des critères et que l'inscription des frais de développement est suspendue au respect des critères de la norme parlant des immobilisations incorporelles, qui est IS 38. Et il vous donne le point de vue de Danone, constaté en charge de l'exercice en général. Pourquoi? Parce qu'il y a un délai très court entre la faisabilité technique, qui est un des critères de l'inscription à l'actif des frais de développement, et la date de commercialisation. Vous ne pouvez inscrire au bilan qu'à partir du moment où la faisabilité technique est démontrée. Eh bien, pour Danone, à partir du moment où cette faisabilité technique est démontrée, la date de commercialisation est extrêmement proche. Donc l'inscription au bilan ne présente pas d'intérêt
comptable, puisque la charge va immédiatement être amortie. Donc Danone a des délais de développement, ou un cycle de développement très court, et la traduction de cette réalité industrielle pour l'application de la norme IAS 38, c'est que dans la pratique, les frais de développement sont maintenus en charge. Parce que le délai de mise en œuvre commerciale des frais de développement dont la faisabilité technique est acquise est inférieur à 1 an. Les frais de développement passent en charge. Donc vous avez d'un côté principe comptable, IFRS, tel qu'adopté dans l'Union européenne, dans l'autre, l'exemple d'une application de ce dispositif IFRS sur le sujet sensible des frais de développement. Danone fait du développement. À partir du moment où les conditions sont remplies, le passage en charge est presque immédiat, donc pas d'inscription au bilan. 2 états, 2 situations qui justifient, me semble-t-il, la lecture de cette note numéro 1 aux états financiers, sans compter que dans la mesure où il rappelle les dispositions normatives, ça vous rappelle la manière dont l'IASB envisage la comptabilisation de ces opérations, ce qui est un moyen comme un autre de réviser sa comptabilité. Nous allons voir, avec la note consacrée aux immobilisations incorporelles, l'exemple de détail d'un poste important de l'actif. Alors, on vient de parler des incorporels, j'ai choisi donc les immobilisations corporelles. S'agissant d'une entreprise industrielle, cela me semble se justifier. Et nous allons voir les informations disponibles, qui sont essentiellement de 2 natures. La composition du poste, première information disponible. Deuxième information, les raisons ou les origines de variation de ce poste. Vous avez là le détail du tableau qui figure dans la note concernant les immobilisations corporelles. Vous voyez que les montants figurent en valeur brute, donc avant amortissement. Et vous avez la composition du poste. La partie terrain, 237 millions, partie construction, 1,4 milliard, 3,8 milliards en installation technique, ça va former l'essentiel, des emballages commerciaux récupérables, ce qui rappellera des cauchemars à ceux qui ont fait de la comptabilité française dans une vie antérieure. Les autres, on ne sait pas très bien ce que c'est le reste. Et des immobilisations en cours, ce sont des immobilisations en cours de fabrication. Danone produit ses propres immobilisations qui vont être inscrites dans ces immobilisations en cours. Donc un total en valeur brute de 6,5 milliards, dont l'essentiel, plus de la moitié, est formé d'installations techniques, le deuxième poste le plus important étant les constructions. Et oui, Danone a des usines avec de l'outillage. Et puis vous avez des raisons de variation, les investissements. On retrouve ici les 599 millions que nous avons vus dans le cycle d'investissement du tableau des flux de trésorerie dans notre module numéro 15, avec la décomposition entre les différents postes, essentiellement des immobilisations en cours de fabrication, les cessions, 221 millions, des problèmes liés à la devise et puis des variations dont on ne sait pas très bien d'où ils viennent. Il y a vraisemblablement des sorties de poste, des immobilisations en cours vers des installations techniques. Par exemple, ici, on voit bien que les immobilisations en cours diminuent et les installations techniques augmentent. On a eu un passage de l'un à l'autre. Dans la deuxième partie, s'agissant des immobilisations corporelles, on a les amortissements où vous avez le détail des dotations aux amortissements de l'exercice par poste. 500 millions de dotations aux amortissements, essentiellement sur les installations techniques. L'ensemble vous permet de trouver votre valeur nette d'immobilisation à fin 2009. 6,5 milliards de valeur brute, 3,8 milliards d'amortissement, 3,2 milliards de valeur nette d'immobilisation, avec un détail par poste de ce qui est arrivé à chacune de ces grandes familles d'immobilisation. Le sujet des immobilisations corporelles est relativement simple, mais ce type de tableau synthétique, éclatant en ordonnée les différentes natures de variations en abscisse, les différents types d'immobilisation concernés, est assez représentatif du détail d'informations que vous auriez sur d'autres grands postes du bilan. Nous allons maintenant être confrontés dans ce troisième partie au sujet plus délicat des risques financiers. Alors, traditionnellement, c'est un point sur lequel l'IASB fait l'objet de travaux, ou exige des travaux assez substantiels, qui deviennent d'autant plus significatifs, d'autant plus pertinents
lorsque les marchés sont troublés. Il y a une norme spécifique qui est dédiée à l'information sur les instruments financiers, qui est la norme IFRS 7, qui est d'application obligatoire, y compris en Europe. Cette norme pose un certain nombre d'exigences normatives assez détaillées, assez substantielles, assez précises, autour du détail des instruments que vous détenez, de la manière dont vous les valorisez et de la nature des risques que vous supportez. Alors, de très nombreux risques sont identifiés. Vous avez des risques qui sont liés au change, donc aux variations des devises, des risques liés aux variations des taux d'intérêt, des risques liés à la liquidité, donc à faire face à vos besoins de trésorerie, des risques liés au crédit, au risque de crédit, au risque de défaillance de vos contreparties, des risques liés à la détention de titres et, peut-être plus pertinent pour Danone, des risques liés aux matières premières. Danone est exposé aux variations du cours du lait. Une entreprise comme Michelin serait exposée aux variations de la cotation du caoutchouc, dont le premier marché est à Singapour, si ma mémoire est bonne. Donc tous ces risques où la norme IFRS 7 va vous demander de fournir un certain nombre d'informations en annexe. Et vous avez ici, première grande famille d'informations que vous donnez, la répartition des instruments financiers entre leurs grandes familles, leurs grandes typologies d'évaluation. Là, c'est une première partie d'instruments financiers, les variations de juste valeur. La hausse ou la baisse de ces instruments financiers va être comptabilisée en compte de résultat. Là, la variation de juste valeur va être comptabilisée en capitaux propres. Vous voyez que la répartition ici est assez équivalente. Dans un établissement de crédit du type BNP par exemple, vous auriez à l'actif de l'ordre de 900 milliards d'euros en juste valeur par le résultat et de l'ordre de 220 milliards d'euros en juste valeur par les capitaux propres. Ici, vous avez des éléments qui vont faire l'objet d'un étalement, comme nous l'avons vu dans le module numéro 8 consacré aux dettes financières. C'est la même chose, mais à l'actif, ça fonctionne de la même manière. Donc un étalement des produits. Là, nous avons des passifs pour lesquels Danone a fait option à la juste valeur. Donc là, c'est la réévaluation de la juste valeur qui va passer en compte de résultat. Vous allez réévaluer votre passif, calculer sa valeur de marché, et la variation de la valeur de marché va être enregistrée en compte de résultat. Là, ça va être l'essentiel des dettes financières qui vont être étalées. Vous avez la valeur au bilan là et la juste valeur. Vous avez un écart entre les deux. Là, c'est la valeur au bilan de vos instruments financiers. Là, c'est leur juste valeur. L'écart correspond à la variation de juste valeur des éléments pour lesquels cette juste valeur n'est pas comptabilisée. Donc les prêts et créances et les passifs au coût amorti ont une juste valeur, mais cette variation de juste valeur n'est pas comptabilisée. Ça explique l'écart entre la valeur pour laquelle ils figurent au bilan et leur juste valeur. La dernière colonne est un élément assez sensible en temps de tourmente sur les marchés financiers, c'est le niveau d'évaluation. Vous pouvez donner une juste valeur à des instruments financiers, soit, et c'est ce qu'on appelle le niveau 1, parce que cet instrument est coté sur le marché. Donc vous observez le prix sur le marché et ça vaut le prix sur le marché. C'est le premier niveau, c'est a priori le meilleur niveau de juste valeur. Le deuxième niveau, c'est que vous avez des éléments de comparaison. L'instrument n'est pas coté sur le marché, mais vous avez les moyens de le valoriser en utilisant des données disponibles sur le marché. Troisième niveau, celui où la juste valeur est le plus difficile à justifier, vous n'avez pas de données de marché et vous valorisez l'instrument financier grâce à des modèles. Donc vous voyez un éclatement des instruments financiers par typologie de valorisation et un niveau d'évaluation qui vous permet de savoir quelle est la fiabilité, entre guillemets, même si toutes ont fait l'objet d'un examen attentif par les commissaires aux comptes, quelle est la fiabilité, la pertinence des justes valeurs données, quel est le risque que ces justes valeurs portent. Deuxième grand risque auquel on est confronté, auquel Danone est confronté, c'est cet aspect de liquidité. Eh bien, vous voyez ici un tableau assez représentatif de ce que l'on peut donner comme information sur la liquidité. On voit l'étalement des flux de trésorerie qui vont affecter Danone par période. Donc on a les sorties de trésorerie
sur 2011, 2012, 2013, 2014 et après 2014, donc 2015 et suivantes. On voit un petit peu le besoin en trésorerie fort en 2011, il y a des échéances significatives, en nette décroissance et remontant en 2014 et 2015 et après. Qu'on voit la manière dont le besoin de trésorerie et partant le risque de liquidité que supporte Danone, il lui faut se procurer ces montants de trésorerie, sont étalés dans le temps au cours des années futures. Donc assez typique de ce qu'on peut avoir comme information sur le risque de liquidité, qui est en général agrémenté de données qui sont données en annexe ou qui de manière plus littéraire. Vous avez des éléments des jugements qui sont portés sur la structure de financement du groupe et sa sécurité financière. Vous avez un financement bancaire, un financement sur les marchés de capitaux et des disponibilités. Les trois grandes sources de liquidité pour l'entreprise. Et Danone vous explique ce qu'ils ont. Ils ont un crédit syndiqué de 4 milliards d'euros avec 2 tranches, aucun tirage sur cette tranche restante de 1,7 milliard. Donc Danone a 1,7 milliard de crédit auquel il pourrait faire appel en cas de besoin. Il y a des lignes de crédit non utilisées pour 3 milliards d'euros en principal. Donc non content d'avoir une tranche partiellement inutilisée de 1,7 milliard, il y a des lignes de crédit de 3 milliards disponibles. Donc au total, le groupe dispose de 4,7 milliards de trésorerie à comparer aux exigences de liquidité sur les prochains exercices, sur le prochain exercice par exemple de 3 milliards. Danone doit trouver 3 milliards, on voit que sur les lignes de financement non utilisées, il dispose de ces montants. Par ailleurs, Danone émet des titres, il s'est donné le droit d'émettre jusqu'à 7 milliards de titres. Il a pour le moment émis 3 milliards d'euros. Donc il lui reste une capacité d'émission dans le cadre de son programme d'émission de titres de 3 milliards 8. C'est à prendre avec intérêt, mais néanmoins une certaine distance, dans la mesure où il faut non seulement pouvoir émettre ces titres, mais il faut également pouvoir les vendre sur le marché, ce qui peut être assez onéreux si les temps sont durs. Ils peuvent également se financer à court terme, dans la limite de 3 milliards d'euros. Ils n'ont consommé que 700 millions d'euros de cette capacité d'émission de titres à court terme. Donc, il y a encore de la place sur leur programme de financement. Et ils ont 2 milliards d'euros de disponibilité et de placement de trésorerie. Voilà. Donc vous avez une structure de la capacité de Danone à trouver de la liquidité, la manière dont elle l'a exploité jusqu'à maintenant et ce qu'il lui reste à faire. Et vous avez une information qui peut être intéressante, c'est qu'il n'y a pas de clause. Des fois, vous avez des crédits qui sont assortis de clauses restrictives sur la notation, sur la structure financière, sur la rentabilité, sur les performances de l'entreprise. Et ces lignes de crédit, par exemple, peuvent être révoquées si l'entreprise ne respecte pas ses ratios. Et bien là, Danone n'a aucun covenant lié au maintien de ratios financiers. Donc, il n'y a pas de raison de penser, en tout cas, que la nature de ces ratios financiers est susceptible de modifier la capacité de Danone à utiliser ces lignes en cas de dégradation ponctuelle de sa structure financière. La note suivante est heureusement un petit peu plus simple que la note sur les instruments financiers. On va retrouver des informations là sur le personnel. Alors rappelez-vous, dans le compte de résultats par fonction, on présente les informations entre production, commerciale, administration ou divers, ça dépend un petit peu de la présentation. Vous n'avez pas nécessairement l'information sur les charges de personnel. Or, les charges de personnel peuvent être un élément tout à fait essentiel pour apprécier la performance d'une entreprise. Eh bien, si elle n'est pas fournie dans le compte de résultat, vous devez obligatoirement pouvoir la retrouver en annexe. Et c'est ce que fait Danone. Danone vous donne des informations sur le personnel et sur son coût. Information qui, je le redis, est obligatoire quand le compte de résultat est présenté par fonction et que vous ne disposez pas dans le compte de résultat lui-même de ces données. Alors, ces informations sont fournies sous forme de tableau. On vous donne le montant global. Danone a pour 2 milliards 500 millions d'euros de frais de personnel. Et on vous donne une répartition des effectifs. Vous voyez que vous avez une augmentation de 20 000 personnes des effectifs sur l'Europe pour une bonne partie.
dans une moindre mesure sur l'Asie et sur le reste du monde. Donc vous avez un montant global, pas beaucoup d'informations sur la répartition de ce montant par zone géographique, si ce n'est une répartition des effectifs par zone géographique. On vous donne des informations, puisque les hausses peuvent sembler importantes, on a 20 000 personnes de plus, on vous donne une raison expliquant l'essentiel de cette hausse, c'est la prise de contrôle d'une société de lait, visiblement, étant donné son nom, Unimilk, qui explique l'augmentation des effectifs à hauteur de 15 000, donc 15 des 20 000 personnes en plus viennent de cette société Unimilk, qui est rentrée dans le périmètre contrôlé par Danone. Donc, des informations sur le montant, des informations sur le nombre de personnes et des fois, quand cela est pertinent, c'était le cas pour Danone, en tout cas, des informations sur les raisons de variations importantes. Arrivent après les informations sur les segments opérationnels, selon la terminologie adoptée par les comptables en la matière. Les segments opérationnels, c'est des informations données sur l'utilisation et la rentabilité des principaux segments de marché de l'entreprise, telle qu'elle est utilisée par les décideurs de l'entreprise. L'idée est que l'on donne au lecteur des états financiers des informations aussi pertinentes que celles utilisées par les décideurs de l'entreprise. 2 axes d'information sont exigés par cette norme IFRS 8. Des informations concernant le résultat, premier point, quelle est la performance des différents segments opérationnels. Deuxième information, l'allocation des ressources entre ces segments opérationnels. Vous pouvez avoir des axes relatifs au métier, vous pouvez avoir un axe relatif à la répartition géographique de ce résultat et de ces allocations de ressources. Vous n'avez pas de croisement entre ces 2 axes. Voyons un petit peu, ça illustrera mon proto, ce que donne Danone sur le sujet. Vous avez première information, les axes métiers. Danone a un axe métier lait, frais, les eaux, la nutrition pour les enfants, la nutrition médicale, l'ensemble de ces pôles et les autres. Les autres sont beaucoup plus marginales, qui permettent de boucler le total du groupe. Et vous avez là des informations sur le niveau de chiffre d'affaires et différents soldes de résultats ou de moyens mis en œuvre, investissement industriel, investissement financier, pour ces différents métiers. Ça vous permet d'avoir des jugements sur la rentabilité de ces différents métiers. Par exemple, vous pouvez calculer des marges du type résultat opérationnel, information dont vous disposez ici, rapporté au chiffre d'affaires. Ça vous donne une idée de la capacité d'un segment à dégager du résultat opérationnel et un moyen de les comparer entre eux. Ce ratio est de 14% pour les produits laitiers, de 12,9% pour les eaux. Il monte à presque 19% pour la nutrition infantile. Il monte à presque 20% pour la nutrition médicale. Et il redescend en moyenne à 15% pour l'ensemble des pôles. Cette répartition du chiffre d'affaires, du résultat par pôle métier vous permet bien de mettre en évidence des pôles dont la rentabilité est largement supérieure à la moyenne, des pôles qui se situent, eux, davantage en ligne et d'autres qui sont, en revanche, plus en retrait. Donc vous pouvez porter un jugement sur la répartition de l'activité de Danone et la manière dont cette répartition évolue, et la pertinence de ses choix industriels. Vous avez des informations qui sont là données par zone géographique. Alors les zones géographiques sont vues de manière assez large. Vous avez l'Europe, l'Asie et le reste du monde. Ça donne tout de suite des informations relativement peu détaillées. Et vous pouvez calculer des ratios assez simples. Le poids des différentes zones en pourcentage du chiffre d'affaires. L'Europe représente 57,6%, 55,6% plutôt du chiffre d'affaires. L'Asie représente 14% du chiffre d'affaires. Le reste du monde représente 30,4%. Ça me permet de tenir mes 100%. Vous avez la même chose du point de vue du résultat. Et là, l'Europe pèse 57,6% du résultat, un peu plus que sa part du chiffre d'affaires. L'Asie pèse 17,3% du résultat, également plus, et le reste du monde ne pèse que 25,2% du résultat. Ce qui vous donne évidemment, au niveau de marge, résultat
sur le chiffre d'affaires assez variable. L'Europe, 15,7%, se situe un petit peu dans la moyenne que nous avions tout à l'heure pour le groupe. 18,7% pour l'Asie. L'Asie se situe au-dessus. Et 12,5% pour le reste du monde. Le reste du monde se situe en dessous de nos 15%. Donc vous avez une vision des différents marchés en termes de rentabilité et de répartition du chiffre d'affaires. Vous avez une vision des différents secteurs géographiques en termes de poids dans l'activité de l'entreprise et aussi en termes de profitabilité de ces différents marchés. Donc il y a d'assez nombreux enseignements à tirer de la lecture de ces notes sur les segments opérationnels. Il ne faut pas les oublier. Le périmètre de consolidation est une information beaucoup plus austère dans sa présentation, pas d'une utilisation extrêmement simple. Vous avez la liste des sociétés qui forment le groupe Danone. Une notion que nous allons voir dans les prochains modules, et en particulier dans le module 18. Donc l'entité économique que forme le groupe Danone, vous retrouvez l'ensemble des sociétés. C'est intéressant. La difficulté, c'est que ce sont des éléments souvent très abondants. Vous avez une liste très longue. Il n'est pas facile de vous y retrouver. Dans le cas de Danone, par exemple, il y a 242 sociétés de taille très variable, dont certaines peuvent être connues. Ça va être, par exemple, dans le cas du groupe Danone, vous allez voir une société des eaux de Volvic, qui est donc dans le périmètre de consolidation de Danone. Bon, ça se présente de cette manière. Vous avez une longue liste de sociétés. Vous avez ici le type de consolidation. Nous verrons cette notion dans le module 18. Donc là, c'est les sociétés que Danone contrôle. Le pays où est implantée la société. Le taux de contrôle, c'est-à-dire quel est le pourcentage des droits de vote que la société Danone contrôle dans cette filiale. Et le pourcentage d'intérêt, quelle est la quote-part de richesse que Danone va pouvoir capter, par exemple, sur les dividendes que verse la société. Les deux peuvent être équivalents, vous voyez, c'est le cas ici, 57,8. Ils peuvent être également différents. Je contrôle 78% des droits de vote, mais je ne touche que 45% de la richesse créée. Ça peut venir, par exemple, de l'existence de sociétés intermédiaires qui vont pouvoir conserver une partie des dividendes. Cette liste est évidemment non exhaustive. Il y a beaucoup d'autres notes. Il faut, pour chacune des sociétés, regarder les principales, celles qui concernent des postes du bilan dont vous percevez la sensibilité, et rester extrêmement vigilant, parce que l'information peut se cacher dans les détails, dans des notes parfois assez loin dans les états financiers. Alors, je vais illustrer mon propos avec un autre rapport annuel, celui de la Société Générale au moment de l'affaire Kerviel, donc en 2007. Et je vous rappelle qu'il s'agit de la Société Générale qui a publié ça. Eh bien, l'affaire Kerviel est traitée dans la note numéro 40 des états financiers. Et c'est dans cette note que vous avez les informations. Et donc, on vous détaille ces activités non autorisées et dissimulées d'une ampleur exceptionnelle. Et vous avez des éléments sur les gains réalisés par M. Kerviel, 1,5 milliard, et des pertes qui ont fait l'objet de provisions, 6,4 milliards, et une perte nette de 4,9 milliards. Il s'agit bien de millions d'euros. On retrouve les 4,9 milliards qu'on réclame à Jérôme Kerviel lors de son procès en appel. Vous voyez que sur 2007, Jérôme Kerviel a dégagé un profit, et que la perte vient des pertes réalisées l'exercice suivant, en 2008, suite à la liquidation des positions extrêmement importantes, de l'ordre de 50 milliards d'euros, si sa mémoire est bonne, qu'il avait prise en janvier 2008. Voilà. Donc, dans une note assez lointaine, même si, je n'en doute pas, étant donné le sujet, beaucoup de lecteurs des états financiers de la Société Générale sont allés chercher celle-ci, aussi loin fut-elle placée. Au total, donc, les notes aux états financiers forment un maquis assez touffu, assez abondant, et peut-être la quantité est-elle là pour perdre le lecteur, dans un effort de transparence parfois perfectible. Et c'est vrai que ces notes sont difficiles à pénétrer. Nous n'avons mis l'accent que sur certaines d'entre elles, de manière relativement rapide. La lecture de ces notes est un complément indispensable à la compréhension des états financiers. On ne peut pas concevoir de regarder les états financiers sans ces notes. Avec ces notes qui forment la fin du bloc publié par les sociétés, nous achevons notre promenade dans les états financiers. Nous consacrerons les 2 prochains modules à une présentation de la notion de consolidation et de déconsolidation,
qui prélude, quant à elle, plutôt à la préparation des états financiers qu'à leur publication, mais qui est source également de modifications profondes de l'apparence de ces états.